Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, affaibli par les frasques et les scandales de corruption, fin de parcours pour le président Jacob Zuma qui a annoncé ce mercredi sa démission de la présidence sud-africaine après 9 ans passés au pouvoir. Il était devenu trop gênant et a été poussé au départ par son parti, l'ANC. Que retenir de sa présidence et quel avenir pour le désormais ex-président? Quelle suite aussi pour l'Afrique du Sud et pour l'ANC? On en débat dans quelques secondes avec nos invités. Dans l'actualité, également le Zimbabwe en deuil après le décès de Morgan Tsvangirai ce mercredi déçu d'une longue maladie. Morgan Tsvangirai, figure historique de l'opposition anti-Robert Mugabe. Des dizaines de partisans et de responsables du MDC, son parti, se sont rassemblés ce jeudi dans leur quartier général à Harare pour honorer celui qui était leur héros. Voilà donc pour les titres et pour en débattre. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Maïssa Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du mouvement 4B, un mouvement politique de la diaspora sénégalaise. Merci d'être avec nous. Avec nous également Monsieur Gaspard Hubert Lontikoko, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune de la République démocratique du Congo, et également auteur des figures marquantes de l'Afrique subsaharienne, paru aux éditions L'Atelier de l'Agrégor. Merci d'être avec nous. Et Alfred Chango, notre éditorialiste, est également présent. Bonsoir Alfred. Merci Zahra, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Commençons donc par l'actualité politique. Jacob Zuma n'est donc plus le président de l'Afrique du Sud. Il a quitté ses fonctions ce mercredi, évitant ainsi de justesse un nouveau vote de défiance contre lui au Parlement, contesté, empêtré dans les scandales de corruption et lâché aussi par son parti. Le président Jacob Zuma renonce à la présidence qu'il occupait depuis 2009 et conformément à la Constitution, il revient désormais à Cyril Ramaphosa, vice-président de la République, de le remplacer. C'est un sujet de la rédaction. En tant que président de la République d'Afrique du Sud, moi, Cyril Ramaphosa, jure que je serai fidèle à la République d'Afrique du Sud. J'obéirai, observerai, soutiendrai et maintiendrai la Constitution et toute autre loi de la République. Et je promets solennellement et sincèrement que je ferai toujours la promotion de tout ce qui fera avancer la République et m'opposerai à tout ce qui pourrait lui nuire. Protéger et promouvoir les droits de tous les Sud-Africains. Remplir mes devoirs de toutes mes forces et user de mes talents au plus haut de mes connaissances et de mes capacités. Rester fidèle aux valeurs de ma conscience. Rendre justice à tous. Et me dévouer au bien-être de la République et tout son peuple. Would you please raise your right hand, Mr. President-elect, and say, "So help me God." Alors, aide-moi, Seigneur.
Donc voilà la prestation de serment de Cyril Ramaphosa qui va donc assurer l'intérim jusqu'en 2019. Alors énormément de questions sur ce qu'il se passe en Afrique du Sud depuis donc ce mercredi soir. Mais tout d'abord les raisons qui ont abouti à la chute du désormais ex-président Jacob Zuma. Alors ce sont les affaires. Alfred, est-ce qu'on peut considérer que dans ces affaires, c'est véritablement l'affaire Nkandla qui a précipité cette chute? Oh, Zahra, il y a beaucoup de choses. Alors c'est 20 ans d'accusation. Exactement, oui, beaucoup de choses qui contribuent au départ de Jacob Zuma, qui a résisté tant bien que mal pendant toutes ces années, qui a réussi effectivement, grâce à ses soutiens au sein de l'ANC, à se maintenir au pouvoir jusqu'au dernier défi qu'il vient de perdre. Effectivement, il y a l'affaire Nkandla de sa résidence, financée par les frais de l'État. Mais je pense que c'est plus que ce phénomène-là, puisqu'il a remboursé pour partie les frais engagés pour la rénovation de sa résidence. C'est plutôt pour des questions économiques, pour des questions morales aussi, de corruption, qu'il a fini par exaspérer les Sud-Africains, par lasser ses propres soutiens au sein de l'ANC. Qu'on se souvienne qu'il a viré ces dernières années 2 de ses ministres des Finances qui étaient parmi les plus importants. Nlala, la jeune femme qui avait été nommée ministre en 2016, qu'il a viré. En 2017, même Pravin Gordhan, qu'il a viré. Et ça a mis le feu aux poudres parce que tout le monde, au fond, l'Afrique du Sud traversait une crise économique profonde. Et les entreprises, les partenaires extérieurs, etc., tout le monde pensait effectivement qu'avec le maintien de cet homme à la tête de ce ministère des Finances, l'économie sud-africaine pouvait être encore soutenue et sauvée. Malheureusement, Jacob Zuma n'avait pas en tête cette perspective-là. Ce sont pour moi ces 3 faits, au-delà d'autres faits qui lui sont reprochés, ses accointances avec les Gupta, la corruption, etc., et puis moralité un peu douteuse. Ce que moi je regrette vraiment dans tout ça, c'est qu'en 2008, quand il prend la tête de l'ANC et qu'en 2009 il pousse Thabo Mbeki au départ, j'avais commis un article dans Jeune Afrique qui m'avait posé la question de savoir effectivement ce que je pensais de Jacob Zuma. Et j'expliquais dans cet article-là un certain nombre de choses, pourquoi il était effectivement légitime qu'il devint président à ce moment-là, à la fois de l'ANC et puis de l'Afrique du Sud. En espérant effectivement qu'il s'entourerait, en tout cas, d'un pôle économique et financier solide pour maintenir justement l'économie sud-africaine et permettre de soutenir des actions vers justement les plus pauvres d'Afrique du Sud, ceux qui sont dans les townships, Soweto ou dans le KwaZulu-Natal. Malheureusement, il n'en a pas pris le chemin vraiment. Maïsambaï, c'est finalement tout un parcours mouvementé avec des frasques qui datent même depuis la fin des années 90 qui ont poussé véritablement à cette démission. Effectivement, mais bon, ce qu'il faudrait aussi signaler, c'est qu'il y a une lutte interne au niveau de l'ANC. Donc le nouveau président déjà a été considéré déjà en 2009, je pense, par l'ancien président, comment il s'appelle, Nelson Mandela, comme son dauphin. Donc il y a eu quand même des courants au niveau de l'ANC et ces luttes internes, je pense aussi, ont influencé justement le combat qu'a mené le nouveau président, Cyril Ramaphosa. On va en parler dans quelques instants de Cyril Ramaphosa, mais tout d'abord ce bilan de Jacob Zuma, un bilan plutôt désastreux sur le plan économique. Je vous laisse poursuivre, Maïsambaï. Effectivement, parce que bon, sur le plan économique, bon, je pense qu'il n'a pas énormément réussi à faire les réformes qu'il devait y avoir en Afrique du Sud. Bon, l'économie est toujours détenue par une minorité qui est blanche, donc les Noirs souffrent énormément. Bon, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il devait subir
Et donc, qui l'a poussé aussi, ou qui a poussé ses opposants à l'amener vers la sortie. Donc, c'est vrai qu'il a des difficultés économiques. Mais là, je voudrais ajouter quand même une chose sur le plan économique, c'est qu'entre le moment où Nelson Mandela prend le pouvoir, quitte le pouvoir, Thabo Mbeki arrive et Jacob Zuma, il y a une classe moyenne noire qui émerge. Cyril Ramaphosa, justement, fait partie de ceux qui avaient mené ce combat contre l'apartheid, syndicalistes et puis hommes d'affaires qui ont réussi à se forger justement une réputation d'homme d'affaires noir qui a émergé. Et c'est vrai que, mais depuis la fin de l'apartheid, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en place. Alors, Mandela, c'était vraiment visée politique. Il s'agissait de réunifier politiquement, d'assurer l'unité de l'Afrique du Sud. Mais de Thabo Mbeki à Jacob Zuma, les laisser pour compte justement des projets, des programmes qui ont été mis en place, ce sont toutes ces populations des townships qui n'ont pas eu les moyens de sortir justement de cette misère-là. Ça a entraîné quoi? Toutes ces actions de violence contre les étrangers, considérés comme volant le pain des Sud-Africains, etc. Gaspard Hubert Lonzi-Koko. En fait, moi, je vois la chute, la fin des Zuma en 4 actes. Hein. Un mandat qui a fait prévaloir la corruption et les scandales judiciaires, mais un mandat qui a été marqué par 8 motions de défiance, un mandat qui a été marqué par les rejets même du président par les Sud-Africains, et enfin, les désaveux total sont régés par son propre parti. Et notamment la première partie concernant la corruption et les scandales judiciaires, il y a eu quand même déclin de l'économie, d'où l'expression capture de l'État. Il y a eu les fameux travaux de sa maison, la rénovation de sa maison, 17 millions d'euros. Et Zuma a été cité dans 783 affaires pour des histoires de vente d'armes en 1993, et il est visé dans 3 procès pour corruption et détournement de fonds. C'est énorme pour quelqu'un qui est censé incarner un État comme l'Afrique du Sud. Alors, on imagine, vous parlez en tout cas du volet judiciaire, que cet aspect judiciaire devait être au cœur des négociations qui étaient menées ces derniers jours au sein de l'ANC, menées par le comité exécutif des modalités de démission dont rien n'a filtré pour le moment. Sur le plan judiciaire, quel avenir pour le président Jacob Zuma? Je pense que d'une part, sa démission, il s'est jeté dans l'épée pour pouvoir sauver d'autres personnes qui sont derrière. Mais judiciairement, il sera suivi. Ça, c'est sûr que les affaires ne concernent pas que l'Afrique du Sud. Quand vous voyez ses accointances à RDC avec des rétrocessions de pétrole à l'Est et ses neveux... Il y a des affaires qui pourraient éventuellement refaire surface. Oui. Peut-être donc, le fait déjà de le pousser à ne plus être président, c'est pour qu'il ne bénéficie plus d'immunité et qu'il soit poursuivi par la suite. J'ajouterais simplement une chose, c'est-à-dire que ce qu'il y a de très intéressant dans la vie publique sud-africaine, c'est que il y a une séparation totale entre la justice et l'exécutif. C'est-à-dire que même si l'ANC avait voulu négocier l'immunité, par exemple, pour Jacob Zuma, ne l'aurait pas obtenu parce que la justice, elle est indépendante en Afrique du Sud. Et ça, c'est une force de la démocratie sud-africaine. Alors quand même, de son engagement anti-apartheid qui date des années 60, de son engagement en tant que membre très actif au sein de l'ANC, que reste-t-il finalement ? Mais il ne reste pas grand-chose. Et c'est le problème, ça c'est le problème de l'ANC. Hein. Là, on va parler tout à l'heure du nouveau président, parce qu'il y a des questions à se poser quand même. Oui. Sur le comment aussi, il est arrivé très vite au niveau où il est. Et ça, c'est le problème de tous les dirigeants africains en général. Et voilà, qu'est-ce qui reste? Le peuple sud-africain continue à souffrir. On a vu ce qui s'est passé, surtout pour les étrangers qui sont là-bas. Et que, voilà,
on ne retiendra pas grand-chose de ça. Finalement, ça pose aussi la question de l'héritage de Nelson Mandela. Pas forcément de Nelson Mandela, mais de tout le combat de l'ANC et de tous les Sud-Africains qui s'étaient battus pour la fin de l'apartheid, l'abolition de l'apartheid. C'est vrai que par rapport à ce combat-là, Jacob Zuma est légitime. Il a fait de la prison, il a été torturé. Lui, il est resté à l'intérieur de l'Afrique du Sud, en l'opposition, par exemple, des Thabo Mbeki qui, eux, ont fait toute leur carrière en dehors de l'Afrique du Sud jusqu'au moment de l'apartheid, qui étaient les combattants de l'extérieur. Mais lui, il est resté à l'intérieur. Il a fait la prison. Il avait cette légitimité-là. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2008, beaucoup de Sud-Africains s'étaient reconnus en lui, disant... D'abord, c'est quelqu'un qui est du peuple. Il est sorti de rien du tout. Il n'a jamais fait d'école. Il a vécu comme tous les Sud-Africains. Et c'est à la force du poignet qu'il a gagné ses galons de combattant de la liberté au sein de l'ANC. Il a fait partie de l'Umkhonto we Sizwe. Et donc, il avait cette légitimité-là. Sauf que sa pratique politique a effacé pratiquement tout le bénéfice de cet activisme, de cette action tout à fait légitime contre l'apartheid. Il s'est retrouvé exactement dans la même situation que Robert Mugabe, qui s'était battu pour le Zimbabwe contre l'apartheid, contre le régime d'Ian Smith, et qui, au fil du temps après le pouvoir, a dilapidé tout ce capital-là. C'est une tragédie, justement, post-révolution, c'est-à-dire toutes ces personnes-là n'ont pas réussi leur reconversion dans la démocratie. Et ça ne s'arrête pas uniquement à l'Afrique du Sud. Absolument. Le désespoir, c'est tous les Africains qui le portent. Tout à fait. Parce qu'on y croyait. On se disait qu'une fois qu'il y ait cette liberté, une fois que les Noirs arrivent au pouvoir en Afrique du Sud, ben cela va porter tous les Africains. Et aujourd'hui, c'est un désespoir pour nous tous. Gaspard Hubert, Lonzi Coco. Ben, vous parlez des tragédies. Hein? Beaucoup de gens me demandent dans mon dernier ouvrage pourquoi vous n'avez pas cité un tel. Ça me fait penser à Édipe qui s'est débarrassé du Sphinx, a tué son père, épousé sa mère, rétabli la paix dans son pays. Et on se rend compte que tous les maux dont souffrait la Grèce venaient de l'inceste avec Jocaste. Et c'est ça la leçon que nous devons retenir. Tant qu'un homme ou une femme politique n'est pas encore décédé, il ne faut pas forcément l'encenser parce qu'il peut être capable du pire et du meilleur. Et Zuma est un exemple parfait. Alors, on va continuer de parler de ce qu'il se passe donc en Afrique du Sud. On va parler de Cyril Ramaphosa. C'est à suivre dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.